Oui, c'est bon. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents à l'heure pour notre webinaire, dans le cadre de nos états généraux de la chaleur solaire 2026, et donc consacré aux outils permettant d'accompagner les projets en chaleur solaire collective. Donc aujourd'hui, pour présenter les outils disponibles au sein de la filière, nous avons également Philippe Papillon Embouti dans l'énergie, Erwin Régnier du CD2E et Rémi Vasseur de l'USH, donc qui se présenteront plus en détail tout à l'heure. En tout cas, merci euh, aux intervenants d'avoir accepté de témoigner et présenter aujourd'hui des outils. Donc, juste brièvement, le programme du webinaire, donc je ferai une brève introduction et ensuite je laisserai Philippe Papillon présenter les outils Socol et notamment des nouveautés ou des outils particulièrement euh, sur lesquels nous nous focaliser en ce moment. Nous aurons l'exemple d'outils spécifiques en région avec Erwin Régnier qui nous parlera des Hauts-de-France, mais pas que. Et ensuite, au niveau de l'USH, les ressources spécifiques qui sont donc disponibles pour les adhérents de l'USH, donc au niveau des différentes actions qui ont été prises aussi très récemment, donc qui nous seront présentées par Rémi Vassa. Et puis, nous aurons un petit moment pour échanger à la fin. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat, bien sûr, et nous les prendrons à la fin des présentations. Donc, euh, juste brièvement, le contexte de ce webinaire. Que nous sommes le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Donc, depuis 1983, nous représentons les intérêts et les acteurs de la filière. Et depuis 2009, nous avons créé l'initiative Socol, qui est dédiée vraiment à promouvoir et à développer les projets de chaleur solaire collective. Et dans cette action et animation, nous avons développé un certain nombre d'outils qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ces outils sont tous disponibles sur le site Socol, dans la partie ressources outils techniques. Les outils sont disponibles en accès complètement libre et gratuit pour toutes les personnes qui s'intéressent à la chaleur solaire collective et qui souhaitent mener un projet ou tout simplement, dès le départ, savoir si le projet de chaleur solaire collective est adapté à leurs besoins. Donc, on va vraiment partir du début de l'avant-projet jusqu'à la fin de dans toute la vie de l'ouvrage. Euh, vous avez également des outils qui ont été rajoutés en accès rapide récemment sur le site Socol. Donc, je voulais juste faire un petit focus là-dessus. Donc, notamment un glossaire pour que tout le monde puisse se retrouver sur les différentes dénominations parfois utilisées au niveau des terminologies sur les indicateurs de besoins, d'énergie, etc. Donc, vous pouvez retrouver rapidement ce glossaire directement dans le menu déroulant. Ensuite, on a aussi un accès rapide qui vient d'être mis en place pour les schémas et les logiciels, sur lequel on peut retrouver donc ici l'exemple des logiciels, donc les différents logiciels qui existent, qui peuvent vous aider pour le calcul et le dimensionnement des différentes typologie d'installation de chaleur solaire collective. Donc voilà, c'est également en accès libre et assez rapide. Vous avez également accès à des fiches d'opération exemplaires et à des vidéos donc pour bénéficier de retours d'expérience de la filière. Et ensuite, nous avons également une page donc dédiée au contact en région. Et donc, si vous cliquez sur la page qui vous concerne, vous pourrez voir les différents relais que vous pouvez contacter au niveau de votre région. Ensuite, des onglets, donc je ne vais pas tout détailler aujourd'hui, mais notamment
dans la partie des typologies d'installation, vous retrouvez des informations aussi sur les grandes installations et avec une nouvelle page dédiée également au réseau de chaleur, avec des éléments de contexte, des outils et puis des informations et des retours d'expérience. Et ensuite, les outils donc, sur lesquels Philippe va ensuite revenir plus en détail sont rangés selon les 5 étapes d'un projet. Donc d'abord, initier son projet, ensuite choisir l'équipe avec laquelle on va travailler, bien concevoir l'installation, réaliser l'installation, la mettre en service, la suivre et la maintenir. Tous ces outils-là vous sont proposés depuis la pré-programmation avec des outils qui vous aident déjà pour avoir une première évaluation au niveau du projet, des guides et puis des informations dès le départ sur la mise en service dynamique et le suivi qui sont importants à prendre en compte dès le début. Vous retrouvez ensuite des informations sur les professionnels qualifiés et formés avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Ensuite, la partie donc, de la conception qui s'adresse surtout au bureau d'études avec des outils pour le dimensionnement, le calcul, et des outils dédiés à certaines typologies d'installation également, avec des schémas et des guides adaptés à chaque typologie. Un focus sur l'importance de la mise en service, des outils concernant la mise en service dynamique notamment. Et puis ensuite, le suivi, donc ça c'est très important, et des outils également pour mettre en place la maintenance. Donc voilà, par exemple, sur la page Suivre et exploiter, on voit qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles. On ne pourra pas tous vous les présenter aujourd'hui, mais je vais laisser la main à Philippe pour qu'il vous détaille de manière plus spécifique certains outils. Philippe, je te laisse la main. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va faire un petit focus sur quelques outils au travers de cette présentation. Donc comme le disait Edwige, tout l'ensemble des outils Socol, c'est une boîte à outils qui doit permettre, en respectant les bonnes pratiques, d'obtenir une installation solaire thermique performante. Donc, si je reprends ce qu'évoquait Edwige, donc les 5 étapes principales qui correspondent à l'organisation de la vie du projet. Initier son projet, et on fera un petit focus sur outils sol. Donc, s'entourer d'une équipe compétente ensuite. Concevoir, et là on fera un petit focus sur la schémathèque et les livrets techniques spécifiques. Réaliser, mettre en service, et on fera un petit focus sur la mise en service dynamique. Et enfin sur suivre et exploiter. Et là on repartira sur la schémathèque dynamique et le suivi de performance. Donc, sur initier son projet, il y a un outil qui existe qui s'appelle Outisol. Outisol, l'objectif, c'est de valider la pertinence technico-économique d'un projet en phase de planification. Est-ce que ça vaut le coup de mettre du solaire? Quel va être l'ordre de grandeur du dimensionnement en fonction de la typologie du bâtiment? Donc là, c'est vraiment de saisir quelques critères sur le projet d'eau chaude solaire collective. Typiquement, la composition du bâtiment si on est sur du bâtiment collectif, la localisation géographique. Et à partir de ces quelques éléments, il va y avoir un prédimensionnement qui va être fait automatiquement, qui pourra être ajusté, mais qui va déjà donner les ordres de grandeur. Et ensuite, une analyse technico-économique du projet. En tenant compte d'une estimation des aides du fonds chaleur. Donc ça va déjà donner un grand cadre relativement simplement
aux porteurs de projets éventuels pour leur dire, ben ouais, ça tient la route, il va falloir prévoir à peu près telle surface de capteur, à peu près tel volume de stockage et ça va coûter à peu près tant. Et ça nous permettra d'obtenir un coût du kilowattheure solaire thermique de l'ordre de tant de centimes d'euros du kilowattheure. Donc, cet outil Sol, est hébergé sur le site de Texol pour le moment et il est prévu une mise à jour fin 2026 avec un nouvel outil Sol qui sera hébergé sur le site d'Ines, plateforme évaluation, formation évaluation. Donc, ça permet ici de dégrossir le projet. Quand on attaque la phase de conception, oui, voilà, on va pouvoir faire référence à la schémathèque dynamique. Euh, donc la schémathèque dynamique pour les chauffe-eau solaires collectifs, l'objectif, c'est de fournir un ensemble de schémas de principe qui ont été validés par la profession. Donc, c'est pas uniquement quelques-uns qui se sont mis ensemble pour regarder ce qui pouvait être fait, mais c'est d'avoir une bibliothèque de schémas de référence validée par l'ensemble de la profession et qui va pouvoir être adaptée en fonction des spécificités du projet. Donc, on va retrouver des principales caractéristiques. Est-ce que c'est un circuit auto-vidangeable ou est-ce que c'est un circuit sous pression? Est-ce que l'échangeur, il est interne au ballon ou externe au ballon? Le stockage est-il en eau technique ou en eau chaude sanitaire? L'eau technique, c'est quand on va avoir notamment des bâtiments où il va y avoir des contraintes de stockage d'eau chaude sanitaire pour éviter les proliférations légionelleuses, notamment les établissements de santé. Et puis le bouclage sanitaire qui doit absolument être pris en compte. Donc, cette bibliothèque, cette schémathèque dynamique donne tous les schémas de bonnes pratiques, inclut également l'ensemble des indicateurs qui peuvent être mesurés ou qui doivent être mesurés suivant les applications, de façon à avoir des bilans énergétiques qui tiennent la route et un suivi ultérieur de l'installation, suivi de performance ultérieure de l'installation. Donc, c'est disponible sur le site Sokol. Vous avez le lien qui est affiché en bas. Et à partir du moment où vous êtes dans cette configuration de schéma standardisé, vous mettez toutes les chances de votre côté pour avoir une installation qui soit performante. L'étape d'après, quand on va avoir des points plus spécifique, Sokol met à disposition un ensemble de livrets techniques qui vont pouvoir rentrer dans le détail de certains points spécifiques des installations. Donc, par exemple, les installations en eau technique, clairement, il y a des savoir-faire un petit peu spécifiques sur ces typologies d'installation. Donc, le livret technique installation en eau technique va pouvoir rentrer dans le détail. Comment se fait la production de CS instantanée? Est-ce que c'est avec un échangeur à plaque? Est-ce que c'est avec un échangeur immergé dans le ballon? Et auquel cas, comment on va le dimensionner? Comment on va vérifier par rapport à une doc technique que l'échangeur il est adapté au projet? Donc, on va avoir ces points spécifiques qui vont être traités dans ces livrets. Et on va en trouver d'autres sur les indicateurs de performance normalisés, notamment. Bon, il y a différents vocables qui sont utilisés. Il y a l'énergie solaire en sortie du capteur, l'énergie solaire thermique utile, la différence entre les deux, le taux d'économie d'énergie. Donc, on va retrouver toutes ces définitions qui permettent de parler le même langage. Et de même, on a aussi un livret technique qui va traiter du bouclage sanitaire
en eau chaude solaire collective. Est-ce que le bouclage il est réchauffé par le solaire? Est-ce que il n'est pas réchauffé par le solaire? Comment vont se passer les transferts d'énergie? Comment mettre en œuvre le comptage si le bouclage sanitaire peut aussi être réchauffé par l'énergie solaire thermique? Donc tous ces points beaucoup plus détaillés. Et puis après, on a des livrets spécifiques qui sont dédiés à des technologies moins diffusées ou moins connues. Donc, comme les systèmes solaires combinés pour les bâtiments collectifs, comme la production de chaleur solaire pour les piscines collectives, et enfin sur les packs solaires, sur capteurs solaires non vitrés ou PVT. Donc, dans la mesure du possible, ces livrets techniques s'accompagnent d'outils de dimensionnement. Donc, on a une version Solo 2018 qui existe et une version Solo 2026 qui devrait être mise à jour sur le site de l'INES d'ici cette fin d'année. Et on va aussi avoir un outil pour les packs solaires qui s'appelle SoloPack, qui a été mis à disposition en début d'année, qui permet de calculer les performances des installations de packs solaires sur capteurs solaires non vitrés ou PVT. Et enfin, sur les systèmes solaires combinés, on devrait avoir quelque chose pour la fin d'année 2026. Donc un ensemble d'outils de calcul. Et ces outils de calcul, ben, dans la philosophie Socol, ils sont disponibles à tous, ils sont gratuits de façon à favoriser la montée en compétence de l'ensemble des acteurs. Donc, une fois qu'on a conçu son installation, ben, il y a toute la phase de réalisation et on va notamment trouver la mise en service dynamique. Donc, la mise en service dynamique, elle est en deux étapes. Une partie vérification, réception statique, hein. On regarde que l'installation, elle a été faite conformément au cahier des charges, conformément aux règles de l'art, que tout ce qui était prévu en termes de dimensionnement a été mis en œuvre, que l'échangeur à plaques, eh ben, il fait bien la bonne puissance, la fiche technique correspond bien à ce qu'il y avait dans le cahier des charges. Donc, on va avoir une phase de réception statique comme sur toutes les installations. Et puis, une petite spécificité sur le solaire thermique, on va avoir la réception dynamique. Donc là, le but du jeu, ça va être de vérifier que l'installation, elle fonctionne correctement une fois qu'elle a été mise en fluide et que le bouton on a été appuyé. Donc, pour faciliter les choses, pour documenter toutes ces phases de réception, il y a une application qui s'appelle THMES qui a été développée par INES-PFE, dont l'objectif est justement de recueillir tous les points de vérification conformes, non conformes, invérifiables, de noter des valeurs de référence, par exemple la pression de remplissage, la pression statique de l'installation. Est-ce que le schéma il est en chaufferie? Oui, non. D'accompagner un petit peu l'ensemble de cette mise en service de façon à avoir un état zéro qui soit donné au niveau de l'installation et qui, pour la suite du suivi, permettra d'avoir l'ensemble de la documentation nécessaire. Donc effectivement, ça a été développé sous forme d'application parce que aujourd'hui c'est plus facile pour archiver tout l'ensemble, pour suivre les documents. Le solaire se met aussi à l'ère du numérique. Et enfin, dernière étape, ça va être de faire le suivi de performance. Donc, des développements qui ont été réalisés ces dernières années, notamment des compléments qui ont été apportés dans le cadre de Socol par Moran d'Optelios,
c'est d'intégrer les tableaux de bord de suivi de performance conformes aux exigences de l'ADEME et qui vont permettre de vérifier que les performances de l'installation, elles sont conformes aux prévisions. Donc, d'une part, il va s'agir de saisir les données de consommation d'eau chaude et de production solaire thermique utile qui ont été obtenues en phase de conception de l'installation et de vérifier au cours du temps qu'on est bien dans les bonnes fourchettes au niveau des performances, tout en sachant qu'on s'adapte aux consommations de CS réelles. Donc ces tableaux de suivi, ils sont conformes aux exigences du fonds chaleur. Donc ça permet d'avoir un package un petit peu complet, le schéma associé à son tableau de bord de suivi en fonction des typologies d'installation. Donc voilà, brosser quelques éléments de façon assez rapide. Le but du jeu, c'est d'accompagner au cours de toutes les étapes de vie d'un projet, de façon à ce que les installations soient toujours le plus performantes possible. On sait que le solaire marche super bien pourvu qu'il n'y ait pas un élément défaillant dans la chaîne de la phase d'initiation à la phase de maintenance de l'installation. Voilà en gros brossé très rapidement. On ne peut que vous inviter à aller sur le site Sokol. Là, on a fait un petit focus très rapide sur quelques outils pour montrer l'ensemble de la chaîne de développement. Mais on ne peut que vous inciter à aller sur le site Sokol pour regarder plus en détail l'ensemble de ces documents. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Et puis, ben oui, en espérant que donc ça encouragera aussi peut-être d'explorer un peu plus le site. Donc, on va voir ce qui se passe aussi au niveau des différentes régions, puisqu'il y a des actions qui sont menées au niveau national, mais également dans les régions. Donc, merci Hervine Régnier du CD2E d'être avec nous pour nous présenter donc les actions en région et notamment un focus sur les Hauts-de-France. Je te Ah, passe la parole. pas de souci, merci à vous pour l'invitation. Et pour rebondir sur la fin d'intervention de Philippe, on a besoin d'avoir des étapes pour le solaire thermique qui soient à peu près toutes respectées et plutôt bien faites. Mais souvent, quand on est porteur de projet, bah, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément les connaissances. Et donc, bien s'entourer, ça va être vital. Et je vais pouvoir vous présenter des actions qui sont menées dans 3 régions en France. Si tu peux passer la slide. Le but étant de vous donner les endroits où vous allez pouvoir être accompagné et où, même si vous n'êtes pas dans cette région-là, vous pourrez trouver de la ressource, de la documentation pour pouvoir lancer un petit peu votre projet en complément de ce que Sokol peut produire. Donc vous avez ici la carte de la France avec, je veux bien que tu reviennes, pardon, avec les 4 régions où on a des animations dédiées. Attention, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas du tout d'animation solaire thermique dans les autres régions. On parle juste des postes qui sont dédiés sur cette thématique. Donc on a du coup Atlanson qui va travailler sur la région Bretagne et la région Pays de la Loire. On a Provence-Alpes-Côte d'Azur avec l'ADEME régionale qui est très investie sur le sujet et qui cherche notamment à déployer une animation spécifique sur le solaire thermique et ils sont en train en partie de le faire. Et enfin moi, le CD2E, pardon, nous, le CD2E en Hauts-de-France, que je détaillerai juste après. Si tu peux passer. Donc, je ne vais pas détailler tout ce qui se fait, mais c'est pour vous donner une idée de ce qui se passe dans chaque région. Donc, Loïc Kellylouglou est l'animateur chargé du solaire thermique chez Atlanson. Et son but, un petit peu comme moi, on est clairement collègues là-dessus, ça va être d'animer la filière, d'animer le réseau, de pouvoir accompagner à la fois les porteurs de projets et les professionnels qui vont proposer du solaire thermique. Notre mission, parce qu'on est financé par de l'argent public, donc c'est une mission d'intérêt général, c'est de pouvoir accompagner l'essor du solaire thermique à la fois sur la demande, mais aussi sur l'offre. Donc de faire à la fois du quantitatif, du qualitatif, de mettre en place le contexte qui va permettre aux porteurs de projets
et aux professionnels de faire plus de solaire thermique, tout simplement. Donc ça va passer par des guides, notamment. On parlait de ressources tout à l'heure. Là, vous avez deux exemples de guides qui ont été publiés par Atlanson, les obligations de solarisation et le décret tertiaire et les points clés pour l'intégration du solaire. Donc ce ne sont que deux exemples, mais ça fait partie des ressources qui sont mobilisables pour pouvoir renseigner votre projet et aller un peu plus loin dans la réflexion sur la production de chaleur renouvelable. Si tu peux passer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi l'ADEME PACA qui est moteur sur ce sujet, notamment c'est le sud, donc pas mal de soleil, ce serait dommage de s'en passer. Ils n'ont pas encore aujourd'hui d'animateurs dédiés comme ce que peut l'être Loïc et moi, mais ils ont à cœur de pouvoir lancer ce sujet-là. Donc vous avez les contacts à chaque fois pour chaque région des personnes, et si jamais il y a besoin, de toute façon, vous avez sur le site Sokol, ça a été présenté les différents acteurs, les différents référents que vous pouvez avoir dans chaque région. Si tu peux passer. Donc pour vous détailler un petit peu plus, donc moi je suis consultant chaleur renouvelable au CD2E, qui est une association qui travaille sur la transition un petit peu au global, mais surtout sur le secteur du bâtiment, et je suis animateur régional solaire thermique. Donc mon poste est financé par la région et par l'ADEME, dans le but, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir promouvoir cette fameuse filière. Donc ça a passé par l'accompagnement des porteurs de projets, notamment par la réalisation de notes d'opportunité qui permettent, grâce à Outisol, comme on l'a présenté, de se dire, OK, juste au premier abord, est-ce que le solaire thermique est pertinent techniquement et économiquement, et d'accompagner sur les dossiers de financement. Et je vois qu'il y a une petite faute. Les dossiers de financement, notamment pour le fonds chaleur de l'ADEME, qui est un des meilleurs moyens aujourd'hui de pouvoir de faire financer les projets. Et on a une petite particularité au CD2E, c'est que on propose une prestation de suivi des installations. On s'est rendu compte que un des problèmes majeurs sur la durée de vie des installations, c'était le suivi, l'exploitation. On a des exploitants aujourd'hui qui ne prennent pas forcément au sérieux ou à cœur les enjeux du solaire thermique, parce que c'est un peu différent, parce que ça demande une certaine compétence aussi, et qui du coup ne suivaient pas forcément les installations comme il se devait. Donc on a voulu proposer ça pour une somme dérisoire, le but étant de pouvoir essayer de reprendre en main les installations et de pouvoir les suivre, et surtout faire de la remontée d'informations. Donc ça, c'est plutôt au niveau des porteurs de projets. Développer la filière solaire thermique, donc notamment les professionnels qui vont proposer cette prestation. On parle des installateurs, des exploitants, potentiellement les fabricants aussi. Ça va être beaucoup de mise en relation, de pouvoir connaître un petit peu tout le monde, connaître le réseau, de pouvoir amener le bon acteur au bon endroit, aux porteurs de projets quand il y en a besoin. Il y a les visites de terrain. Le but, ça va être de mettre en relation, mais aussi de montrer de montrer que certains porteurs de projets se sont engagés, des installateurs ont fait des belles réalisations, et de pouvoir diffuser tout ça, et notamment à travers la visite de terrain, mais aussi au travers de fiches de retour d'expérience. Il n'y a pas mieux pour convaincre que montrer que certains l'ont fait, et notamment quand c'est le voisin qui l'a fait. Donc, en fonction des filières, on essaye de mettre en avant ces différents projets. Ensuite, sensibiliser, innover, former. Euh, L'accompagnement des professionnels passe aussi par leur formation. On a aujourd'hui des exigences, notamment dans le cadre du Fonds Chaleur, sur les qualifications des bureaux d'études, des installateurs et des exploitants. Donc, nous, au CD2E, on a la chance d'être organisme de formation, de pouvoir proposer, mettre en place ces formations pour répondre à la demande. Et surtout, on a eu une négociation avec l'ADEME régionale. Genre, je crois que c'est unique à notre région, mais on fait financer les formations professionnelles qualifiantes par l'ADEME parce que dans le but de pouvoir booster un petit peu la filière. Je parlais d'innover, on est en train d'essayer de créer un outil qui est un peu unique, c'est une offre clé en main solaire thermique dans la région. Bureau d'études, fabricants, installateurs, exploitants, suivi. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que ceux qui travaillent dans le solaire thermique savent que ça marche, quand c'est bien fait, évidemment, on s'entend. Toutefois, on en a beaucoup fait avant, ça a beaucoup été mal fait, il y a beaucoup de contre-expériences, et le but de cette offre clé en main, ce serait justement de dépasser ça, d'avoir en un seul groupement toutes les compétences
qui se seront au préalable mises autour de la table pour pouvoir aller un petit peu plus loin et y aller plus vite, avec notamment une question sur la garantie de performance, puisque on a une énergie qui est variable, mais à partir du moment où c'est bien fait, en moyenne, on peut réussir à se projeter sur un delta en fait de productivité. Si tu peux passer. Donc l'accompagnement, il passe aussi par une personnalisation. J'ai précisé un petit peu quelques étapes, mais dans cet accompagnement, dans les outils qu'on peut mettre en place, alors j'ai mis 5 grandes étapes, mais c'est juste pour donner une idée, c'est que au début, on doit accompagner le porteur de projet pour qu'il comprenne que dans son projet, on peut potentiellement intégrer du solaire thermique. Alors ça passe aussi par une petite phase de prise de recul. Faut être honnête, on va dire, avec le porteur de projet et pas pousser le solaire thermique si, s'il n'y en a pas besoin. Mais dans tous les cas, au moins définir le projet avec lui et lui faire prendre conscience que le solaire thermique a un bon potentiel sur son projet. Ça passe notamment par l'utilisation d'outils sol. Sur la deuxième étape, ça va être la note d'opportunité qui va être produite, et c'est notamment une des attentes de l'ADEME, d'avoir quelque chose qui permette d'orienter le porteur de projet avec toutes les données qui soient techniques, financières, les questions de la décarbonation, de pouvoir se projeter sur l'efficacité de ce projet en termes de transition. La mise en relation, c'est qu'une fois que cette note d'opportunité a été produite, il ne faut pas abandonner le porteur de projet. C'est une des plus-values, en tout cas, que le CD2E ou Atlansen peuvent avoir, c'est qu'on a un réseau qui est assez intéressant pour être sûr d'avoir le bon acteur au bon moment, comme je le disais tout à l'heure. L'accompagnement sur le dossier de financement, les dossiers du fonds chaleur sont pas extrêmement simples. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et donc avoir un tiers de confiance comme on peut l'être en tant qu'animateur, ça aide à aller plus vite et plus facilement chercher le fonds chaleur. Il y a aussi les C2E qui peuvent être sollicités en fonction des situations, mais c'est un des points majeurs, c'est de pouvoir avoir cette expertise, cet accompagnement technique sur la demande d'aide. Et en dernière étape, j'ai mis accompagnement parce que tout ça, c'est bien beau, le projet peut se faire, mais si on n'a pas le petit truc après derrière, le petit suivi ou la valorisation de ce qui a été fait, on peut perdre un peu de vue les installations et c'est ce qui a manqué sur les dernières réalisations. Donc voilà, globalement, c'est ce qu'on peut aller chercher chez les animateurs, c'est cet accompagnement personnalisé qui permettra d'assurer la qualité des dossiers et des installations. Si tu peux passer. Dans cette animation, du coup, je vous le disais, on a des visites de terrain et moi j'ai notamment créé, entre guillemets, mis en place un format de matinale solaire thermique avec des thématiques. Là, les photos que vous avez à droite, c'était une matinée qui était plutôt centrée sur la santé. Donc on a visité avec notre partenaire, la métropole de Lille, une maternité qui est passée en solaire thermique avec des capteurs souples avec des pompes à chaleur. Et en bas, c'était un EHPAD qui est passé avec des capteurs solaires classiques. Euh, le but de ces visites, comme je le disais tout à l'heure, c'est de mettre en relation, c'est de montrer, à chaque fois on essaye d'avoir le porteur de projet, le fabricant, l'exploitant, pour montrer que il y a plein de moments où ça va être extrêmement pertinent, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou alors on n'a pas de vision du solaire thermique, on a des résultats qui sont satisfaisants, même dans les Hauts-de-France, là où on pourrait dire qu'on a beaucoup moins de soleil, pour le coup, on a des performances qui sont très satisfaisantes. Donc, c'est matinal, adossé à des visites, et les fiches de retour d'expérience qui sont assez importantes pour pouvoir justement les diffuser et que vous pouvez retrouver sur le site de Sokol, notamment dans la section fiches de retour d'expérience. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de créer du lien, de créer des échanges et d'embrayer un petit peu plus vite. Je donne un seul exemple. Sur la fiche de retour d'expérience que vous avez à gauche, la résidence Montalembert, j'avais un bailleur qui était présent ce jour-là et qui s'est dit, mais merde, en fait, j'ai du solaire thermique, je sais qu'il marche pas. Ben, on a saisi cette occasion pour monter 4 dossiers de réhabilitation de solaire thermique. Donc c'est ces petits moments d'échange dans la filière qui permettent parfois d'ajouter le petit plus et de déclencher du dossier, soit en projet neuf, soit en réhabilitation. Si tu peux passer. Un guide que j'ai créé, qu'on a publié en tout début d'année, donc il est tout frais. C'est monter son projet solaire thermique en Hauts-de-France. Alors, il a été financé par l'ADEME régionale et la région Hauts-de-France, donc il est un peu plus focus sur cette zone-là, mais globalement, on pourrait l'appliquer à toutes les régions en France. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller chercher ce guide, de vous l'approprier. Le but est simplement que n'importe qui puisse s'en saisir
et comprennent ce qu'est le solaire thermique, comment ça marche et quel serait son intérêt à en faire. On va détailler le fonctionnement, les grandes filières d'intérêt, donc de savoir le logement collectif, les piscines, le réseau de chaleur industrie, etc., pour permettre à n'importe qui de s'en saisir. Il y a une partie sur l'étude de faisabilité. C'est de se dire que, ok, j'ai compris comment ça marche, quel est mon intérêt, mais comment je me lance, qui je vais voir, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, comment est-ce que je fais financer, et notamment, la dernière page que j'ai mise en avant, c'est les ressources. Qui aller voir pour avoir de la documentation, pour être accompagné. Donc, je ne peux que vous inviter à vous saisir de ce guide qui est disponible gratuitement, vu qu'il a été financé par l'ADEME, sur le site du CD2E. L'ADEME nationale s'en est un petit peu saisi, a commencé à le diffuser, et ça fait partie des outils qui sont très importants, d'avoir des ressources qui soient à la fois pédagogiques et qui permettent de rentrer un petit peu dans la technique, et qui permettent de déclencher du projet. Si tu peux passer, je crois que de toute façon on arrive sur la fin. Voilà, c'est juste, bon, c'est ce que je vous disais juste avant, des slides un petit peu plus détaillés de ce qu'il y a dans ce fameux guide solaire thermique. Et notamment, il y a une double page sur les points d'attention pour un projet durable. C'est surtout du retour d'expérience. Parce que du solaire thermique, on peut en faire énormément, mais il y a des choses très importantes à prendre en compte. Et en tant que porteur de projet, on n'a pas l'expertise technique pour remettre en cause l'installateur, l'exploitant. Pour autant, avoir conscience de certains points qui peuvent être bloquants, c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'on les a un petit peu résumés dans ce guide. Si tu peux passer, je crois que c'est la fin. Ça, c'est la page ressources, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, avec des acteurs qu'on a déjà cités. De toute façon, il y a Enerplan, Sokol, l'INES, l'ADEME, Atlansun avec le portage de l'animation en Bretagne, Pays de la Loire, Solaire en Or, qui est une association qui parle du solaire, donc pour photovoltaïque et solaire thermique, mais qui est plutôt pour les Hauts-de-France, mais qui a une très très bonne page de vulgarisation, si jamais vous en avez besoin. Tu peux passer. Et ben voilà, c'est bon. Écoutez, j'espère avoir été à vous avoir donné envie d'aller consulter les animateurs. On a énormément de ressources. Surtout, n'hésitez pas à aller consulter ceux qui sont disponibles dans vos régions ou même à venir nous poser des questions ou à Sokol. On est là pour ça. On est là pour vous accompagner et surtout, comme on est financé par l'argent public, notre position, c'est être des tiers de confiance. On vous vend pas une solution, on vous vend de la performance solaire. Donc, n'hésitez pas. Merci Edwige. Merci pour toutes ces informations. Et donc, nous allons passer la parole à Rémi Vasseur, qui est responsable du département énergie et bas carbone à l'USH. Merci Rémi d'être présent pour nous montrer les retours d'expérience et les outils spécifiques qui sont proposés au niveau de l'USH. Donc, je vous passe la parole. Oui, merci Edwige. On va faire comme jusqu'à présent, on va devoir faire ça entre guillemets à quatre mains. Donc je vous laisse essayer d'avancer au fur et à mesure et au pire je vous donnerai des cues. Malheureusement, j'avais laissé des animations dans la présentation, donc n'hésitez pas à avancer un tout petit peu à chaque fois pour faire défiler. Je vais pas revenir longtemps dessus puisque j'ai l'avantage de faire la transition avec Erwin Régnier avec qui on a collaboré dans les Hauts-de-France. Oui, peut-être je suis parti bien en tête. Faire un tout petit point de présentation. Rémi Vasseur de l'Union sociale pour l'habitat, donc la Confédération du logement social en France qui regroupe une bonne partie, on va dire bon, en gros 80% du logement social sous à peu près toutes ses formes, notamment via les grands statuts que sont les offices HLM d'un côté, les entreprises sociales pour l'habitat et les coopératives HLM. Une forte présence en région avec un certain nombre d'associations régionales qu'on retrouve ici sur Atlansun, par exemple, avec l'AO HLM Bretagne, mais pas que. Et également aussi le travail de collaboration initié avec la région PACA et l'association régionale PACA et Corse, mais il me semble que seul le PACA est impliqué pour l'instant dans la convention ADEME. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas, c'est un certain nombre d'initiatives voilà, qui sont menées à différentes échelles. Nous, au national à côté, éventuellement au régional, voire même des fois infra-régional, avec nos adhérents en direct ou nos associations régionales. Également aussi, nous, côté Union sociale pour l'habitat, on a fait un petit peu le constat, mais une partie des constats qui ont été rappelés tôt dans la présentation, qui était que le logement
social a expérimenté sur le solaire thermique. Principalement, la RT 2012 a été le coup d'envoi pour beaucoup d'acteurs de s'intéresser de près aux énergies renouvelables dont le solaire thermique faisait partie, et un certain nombre de contre-références malheureusement qui sont venues un petit peu entacher cette prise d'initiative au début vraiment très enthousiaste, et derrière un certain nombre d'outils qui ont émergé. Donc finalement, le concept n'était pas tant un besoin d'outils supplémentaires, on va dire techniques. On l'a vu, hein, il y a beaucoup de documentation qui existe, il y a les schématech, il y a des formations. Voilà, le contenu technique est là, ce qu'on considérait manquer peut-être, et comme ça a été dit également par Erwin Régnier juste avant, c'est la preuve par l'exemple que ça peut fonctionner, et ça peut fonctionner à côté de chez vous. Parce que nous, dans le logement social, hein, mais pas que, mais en tout cas, c'est une filière qui échange beaucoup. Ils travaillent beaucoup entre pairs, ils s'inspirent beaucoup entre eux de ce qui est fait. Et donc, à la fois, donc, la bonne nouvelle, c'est que les bons coups circulent vite, mais les échecs aussi. Et donc, on a à cœur d'essayer de montrer quand ça marche, que ça marche, et quand ça marche moins, pourquoi ça marche moins. Donc c'est des choses qu'on a souhaité faire, de remettre un petit peu au bout du jour des retours d'expérience. On s'est fait accompagner de Planner, vous connaissez peut-être. J'ai pas eu l'impression de voir les personnes dans la salle, mais en tout cas, si elles sont là, je les salue. Tous les liens à chaque fois des différentes ressources, normalement, d'habitude, sont réservés aux adhérents de l'Union sociale pour l'habitat. Depuis le lancement de l'Alliance HLM pour les énergies renouvelables, sur lequel je reviendrai brièvement, un certain nombre de ces ressources sont rebasculées en affichage public, normalement, dont ce panorama. Et donc les liens que vous devrez trouver au fur et à mesure de la présentation, à chaque fois matérialisés par le petit picto pointeur, normalement, vous emmène sur une page qui vous est accessible, même en tant que non-adhérent de l'USH. Donc, j'arrive enfin à ce panorama où, effectivement, on va peut-être, si tu peux remonter d'un cran, pardon, Edwige, merci. Donc, c'est une étude qui a été réalisée, voilà, je disais, avec Planner globalement sur 2025. 8 organismes qui ont contribué directement, même si d'autres ont été impliqués. C'est juste que tous les projets n'ont pas pu être retenus. Qu'on a essayé d'avoir répartis géographiquement sur un certain nombre de latitudes et dans une autre mesure de zone climatique. Mais bon, compte tenu aussi de la localisation du prestataire, on n'a pas pu aller tirer, même si on le sait, on l'a vu avant qu'il y avait des projets assez hauts dans les Hauts-de-France, jusque loin à l'ouest en Bretagne. Sud-ouest aussi, il y en a, on n'évoque pas le sujet de cette région, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites en solaire, en tout cas aussi, notamment PV à une époque. Mais en tout cas, voilà, le but c'était d'avoir un portrait assez large, de brasser large aussi sur les solutions, les types de solutions qui devaient être incarnées par ces différents retour d'expérience, et donc une synthèse aussi des enseignements qui en découlent de ces échanges avec les organismes, avec leurs exploitants, mainteneurs ou chargés de suivi quand on a pu les rencontrer en même temps, mais également aussi un petit retour, un petit regard dans le rétroviseur sur les enseignements d'hier. Donc là, effectivement, on peut passer à la diapositive suivante. Parce que comme on l'a dit, on n'a pas attendu 2026 pour s'intéresser au solaire thermique. Un certain nombre de projets avaient déjà commencé en RT 2005, mais comme pour beaucoup, c'était les réflexions et les préfigurations RT 2012 qui ont beaucoup motivé cette bascule. Et un constat à l'époque était qu'effectivement, beaucoup d'installations tombaient rapidement en panne. Généralement, elles ne survivaient pas une saison complète de non-fonctionnement, ou plutôt ne supportaient pas l'attente vers la deuxième saison d'utilisation. Et donc une campagne avait été menée par un certain nombre de partenaires, hein, qu'on retrouve là également sur un air-plan et sur les états généraux de la solaire qui étaient GRDF et l'ADEME, qu'on a mené avec le bureau d'études HTC Habitat Territoire Conseil, qui était une campagne d'audit d'installation, telle qu'on peut les connaître encore aujourd'hui, mais un peu en différent, financée par l'ADEME, qui visait à dresser un certain nombre de constats d'y fonctionnement et d'y remédier. Et donc, d'une manière générale, on constate qu'une partie justement de ces constats de 2013 se retrouvent encore en 2025. Donc, bonne nouvelle, les leviers sont connus et normalement sont plutôt bien documentés, et ce depuis quelques temps. Mauvaise nouvelle, on peine encore à en mobiliser certains pour corriger l'ensemble de ces défauts ou des écueils dans lesquels on peut facilement tomber sur ce type de projet.
Cependant, comme ça a été rappelé, notamment pendant la présentation de la boîte à outils, la filière a quand même beaucoup appris de ses erreurs de jeunesse, si on peut les qualifier ainsi, autour des réflexions sur le dimensionnement, les schémas hydrauliques simplifiés. Donc, on remercie encore la schémathèque de Sokol pour ça, les notions de pilotage, télésurveillance, notamment les solutions de surveillance à distance qui se sont quand même pas mal simplifiées techniquement et surtout économiquement et qui permettent d'insérer un juste niveau sur cette préoccupation, des évolutions aussi sur les systèmes solaires combinés, SSC, qui permettent d'aller chercher d'autres types de configurations par rapport à l'historique. Donc voilà, quand même beaucoup de bonnes nouvelles entre les deux. On peut avancer. À quoi ressemblent ces fiches? C'est quelque chose de très standard. Donc on l'a dit, il y a 8 fiches solutions d'un côté, 10 fiches autour d'expérience. Le but, c'est de brasser un certain nombre de solutions. Pour rappel aussi, dans le parc social, c'est quand même beaucoup de logements collectifs. C'est sur environ 5 millions de logements que nous représentons. Il y a à peu près 85% de logements collectifs, 15% de maisons individuelles. Également, il faudra ajouter à ça tout ce qui est résidence spécialisée et thématique, résidence étudiante, EHPAD, habitat partagé. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être dans des configurations où le solaire a un coup à jouer en termes de typologie. Et donc là, c'est pour ça qu'on a voulu brasser large sur l'ensemble des technologies en insistant principalement plutôt sur le collectif, qui est largement majoritaire chez nous en termes de représentation. Donc on va retrouver l'ensemble des solutions que vous connaissez, d'autres que vous connaissez peut-être un peu moins. On a voulu aussi mettre à l'honneur les notions d'appoint, sachant que bon, la définition d'appoint, qui est l'appoint entre effectivement le solaire et les autres, selon comment on voit d'un point de vue consommation d'énergie, où on voit schéma hydraulique. Mais bon, voilà, une notion de dire que le solaire aussi est une énergie qui s'insère bien dans un paysage plus large qu'elle-même en termes de contribution. Des solutions aussi également émergentes à un catalogue qu'on avait peu en RT 2012 et qui depuis se sont particulièrement perfectionnées. Ce sont notamment les notions d'hybridation avec les systèmes thermodynamiques, qu'ils soient aérothermiques ou géothermiques. Et enfin, parce qu'on a voulu les mettre apparents, parce qu'on sait que des initiatives existent, c'est les systèmes solaires combinés en collectif et pas uniquement en individuel. Si on peut avancer sur les fiches suivantes, voilà, merci. Concernant les retours d'expérience, on a voulu essayer de trouver idéalement des installations qui fonctionnaient depuis longtemps. Ça, c'était le mot d'ordre original. C'était de montrer qu'effectivement, une fois que c'est installé, ça peut fonctionner. Bon, c'est pas une installation collective, c'est une installation particulière, mais il y en a qui ont plusieurs décennies au compteur derrière elles. Bon, souvent, on n'est pas avec 100% de l'installation d'origine, puisque justement, comme c'est beaucoup de hardware, au fur et à mesure, on peut remplacer une partie des composants. Mais c'était un petit peu l'angle avec laquelle on a voulu rentrer dans cette prise de retour d'expérience, en essayant, voilà, encore une fois, de couvrir une large gamme des solutions, plutôt collectives, hein, toujours comme on l'indiquait, avec donc du système solaire collectif, avec de différents types d'appoints, appoint chaudière-gaz, appoint chauffe-bain, appoint fuel historiquement, mais qui va disparaître, un point réseau de chaleur, ça peut exister. Tout type de suivi, puisqu'on l'a vu à plusieurs moments des présentations d'avant, le suivi est clé sur ce type d'installation, on aura l'occasion d'y revenir. La biomasse, notamment la chaleur renouvelable, bois-énergie, peut très bien s'hybrider avec des solutions solaires thermiques pour les notions un peu d'opposition de phase presque parfaite entre les deux, on va dire, meilleures capacités des solutions entre la période estivale où le solaire thermique est au plus fort et où en partie le bois-énergie n'est pas forcément à son meilleur, et à l'inverse pour la partie hivernale. Voilà, les solutions d'hybridation aérothermique. Notamment, on peut souligner, là, puisque j'ai pas vu les photos, mais j'en ai réextraites, c'est les visites de terrain qui avaient été menées à l'Opac de l'Oise avec le concours du CD2E. Les solutions géothermiques aussi, qu'on voit plus ponctuellement, mais qui, dans certains cas, peuvent presque nécessiter, on va dire, l'appoint solaire thermique pour soulager la ressource géothermique et ne pas faire dériver les températures de sol trop vite en permettant au sol de se régénérer en période estivale. Et effectivement, les solutions solaires combinées
même si c'est pas pour du logement social, c'était une initiative qui s'en apparente, avec voilà, 4 logements et qu'on peut trouver intéressant quand même de réussir à illustrer dans ce retour. On peut avancer. Je vais passer rapidement sur 3 retours d'expérience spécifiques parmi les 10 qu'on présentait avant. Celui de Alsace Habitat, où on est sur de l'hybridation biomasse et solaire thermique avec un suivi. On est sur un préchauffage en amont d'un réseau de chaleur du solaire thermique avec une surface entre guillemets modeste, mais qui apporte quand même sa contribution significative à ce mini-réseau de 50 logements qui sont connectés, mais pas que. Il y a aussi des installations publiques qui sont également appairées à cet objet. Et c'est ce qu'on évoquait avant, hein, donc notamment pourquoi ce retour d'expérience, c'est la très bonne complémentarité que peut apporter une chaufferie biomasse, ou plutôt du solaire thermique à une chaufferie biomasse, et notamment dans le cas du talon estival, comme on évoquait avant, le bois énergie modulant très mal à basse puissance. Le solaire thermique alors prend astucieusement le relais au moment où il est au plus bas. Les conseils clés du bailleur à chaque fois, donc là le but des retours d'expérience c'est surtout de leur mettre, entre guillemets, leur donner la parole, quels sont vos conseils à vos pairs. Donc là, c'est dans ceux qui sont rentrés un petit peu spécifiquement sur ce projet, c'est ne pas hésiter à faire appel à des entreprises spécialisées locales. Les grosses entreprises sont pas forcément nationales sont pas forcément un gage de qualité plus important que des petites entreprises spécialisées dans le cadre du solaire thermique notamment. S'adapter au contexte local, hein. Là, ici, c'était que ce soit pour les entreprises qui ont contribué ou l'origine du bois, il y avait une volonté de favoriser le recours aux ressources les plus locales possibles autour de ce projet. Ici, chez nous, comme souvent, le besoin d'appairer l'évolution du vecteur énergétique avec de l'efficacité énergétique, donc c'est-à-dire des travaux d'isolation des bâtiments, notamment afin de baisser le besoin énergétique et donc au global les garanties d'avoir une baisse des factures locataires, même si la solution énergétique se retrouvait éventuellement un tout petit peu plus chère d'une manière ou d'une autre, un peu plus d'entretien-maintenance, un peu plus de suivi, etc. Et d'éviter les surdimensionnements, hein, qui est un conseil clé qu'on va retrouver avec le suivi sur beaucoup des installations sur lesquelles on a du retour d'expérience. Le deuxième retour, c'est celui du toit vosgien, où là, on est cette fois sur une solution géothermique avec appoint PAC et un suivi qui était un suivi maison interne de la solution. Donc là, c'est ce j'évoquais avant, c'est parfois aussi, bon, à part lié aussi au fait que de toute façon, ça peut être pertinent d'installer du solaire thermique indépendamment des besoins du sol. Quoi qu'il arrive aussi, il y a un certain nombre de projets en géothermie qui ont besoin d'être soulagés en phase estivale compte tenu de l'emprise foncière, notamment si on est quand même beaucoup en infra et qu'on n'a pas forcément un grand terrain autour qui va permettre d'absorber un petit peu la dérive thermique. C'est parfois nécessaire d'aider à régénérer le sol, et le solaire thermique alors est un très bon allié pour ça. On retrouve les 2 conseils que j'évoquais juste avant, le dimensionnement et le suivi, qui sont toujours considérés comme clés et qui ont été clés pour des installations pérennes. Eux, justement, c'est un conseil qui donne l'ayant mal suivi eux-mêmes, parce que les installations finalement étaient surdimensionnées au départ, et donc ils en sont rendus à quelque chose de relativement satisfaisant, mais pas optimal, qui est de devoir partiellement couvrir les panneaux en période estivale. S'entourer de professionnels compétents, ça, ça va en le disant, mais bon, c'est nécessaire de quand même bien le rappeler, parce que les organismes étant présents sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultramarin, trouver des équipes spécialisées sur toutes les technologies qui peuvent être présentes dans leur parc, ce n'est pas toujours évident. Également aussi la reconnaissance de compétences internes qui peut être nécessaire, justement, qui est un peu le pendant, on va dire, de ce que je disais avant. Certaines régions étant moins dotées en professionnels disponibles, ça peut être bon également aussi d'avoir un certain nombre de compétences internes. Donc c'était l'idée qui s'était montée autour du développement d'un suivi interne du projet, et suivi qui reste clé pour comprendre et diagnostiquer les pannes et suivre la performance.
notamment quand on est, comme souvent le cas en thermique, sur une énergie accessoire. Il faut être capable de détecter rapidement des dysfonctionnements, et si on attend seulement, entre guillemets, l'appel des locataires, tant que la solution majoritaire est capable de couvrir les besoins, on ne sera pas appelé et on ne détectera pas assez en amont des pannes du système, et donc c'est les factures qui se retrouvent impactées à un moment où on le regrette ensuite. Dernier retour opaque de l'Oise, dont il a bénéficié d'une visite récente de terrain qu'avait évoqué Erwin Régnier dans sa présentation. On est sur des solutions aérothermiques, où là justement on quitte l'image traditionnelle des solutions en panneaux vitrés pour aller sur les solutions tubulaires. Et la très bonne synergie qui illustre ce type de projet entre des solutions entre guillemets plutôt orientées électriques via les solutions pompe à chaleur et le solaire thermique, qui peuvent très bien s'interfacer tout de même avec ce type de solution. Euh, et donc c'est les conseils clés de l'organisme, c'est ce qu'on évoquait aussi au tout début de ma présentation, c'est dialoguer entre pairs, c'est bénéficier et faire bénéficier de ces retours d'expérience entre acteurs. C'est également aussi ce qu'on pouvait sentir en filigrane dans la présentation des 5 grandes étapes de la boîte à outils, c'est s'assurer que le fil n'est pas rompu, que la chaîne tient de bout en bout sur le projet, et donc que surtout les passages de relais entre les différents intervenants se fassent le mieux possible. Et là, on pourrait aussi penser à la mise en service dynamique, mais donc vraiment les notions de se dire, parfois il y a un fabricant, il y a un concepteur, il y a un installateur, qu'il faut un petit peu que tous respectent bien les pratiques et les préoccupations des uns et des autres. Là également aussi la force de ce type de solution, contrairement au retour d'expérience qu'on a pu évoquer avant, on n'est pas sur des risques de surdimensionnement. Au pire, on va dégrader un petit peu les notions de rendement du fonctionnement de la pompe à chaleur, mais on a moins en tout cas, le surdimensionnement est moins à risque sur ce type d'installation. Donc, ce qui peut aussi être un facteur intéressant de décision quand on a des légers doutes sur la part de besoin exact à terme ou le productible. Et également l'implication des mainteneurs, même si ça reste un sujet compliqué sur la performance du solaire thermique, mais en vrai aussi c'est vrai pour toute solution renouvelable en relève d'une autre solution robuste. C'est le niveau d'implication pour obtenir l'installation la plus performante possible, quand malheureusement le système d'incitation fait on est plus incité à justement à maximiser le temps de service et la qualité de service plus que la part renouvelable éventuellement du système. Dernier mot autour d'un autre objet que j'ai évoqué en introduction, mais auquel on tient, on cherche à massifier les solutions d'énergie renouvelable et de récupération. Donc toutes, c'est pas uniquement circonscrit aux enjeux du solaire thermique, c'est bien plus large que ça. Là, si on remonte assez loin, dès la fin des années 70, le logement social défendait le photovoltaïque à l'époque, qui n'était pas encore au niveau qu'on connaît actuellement. Il crée des groupes un petit peu de défense technique de ces initiatives. Donc voilà, c'est un vieux sujet, les énergies renouvelables et le parc social. Mais force est de constater que malgré le fait que ce soit un vieux sujet, on est encore loin de la massification. Et donc le but, via cette alliance, c'est de dépasser ces constats et d'aller ensemble faire plus d'énergie renouvelable au service des territoires, au service des occupants. Et donc pour ça, on a besoin d'un petit peu tout le monde. Donc là, nous, on avance. Ça a été annoncé septembre 2025, lancé décembre 2025. Vous avez un certain nombre de ressources qui sont disponibles en ligne, toujours au lien qui est pointé là, depuis la photographie du lancement à l'auditorium de la SMA BTP. Et vous êtes en capacité de nous écrire pour un certain nombre de niveaux de contribution si vous voulez en savoir plus, à l'adresse qui est rappelée également sur la diapositive. Voilà, j'ai à peu près respecté normalement le timing. Je pense qu'il y avait ouais, voilà. On était au bout. Merci Liv, beaucoup, parole. Rémi, cette présentation très complète. Donc, avant de prendre les éventuelles questions, pour l'instant, je n'ai pas vu de questions dans le chat. Oh, voilà, elle commence à arriver. Je voulais rappeler que si vous souhaitez en savoir plus sur la chaleur solaire, nous organisons donc les États généraux de la chaleur solaire le 17 juin prochain à Paris.
Il est possible de participer en présentiel, mais également en distanciel. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site et pour avoir plus d'informations et également pour vous inscrire. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Et donc, nous aurons une journée avec une matinée de plénière, avec un point sur notamment le plan de filière national et un focus sur le mix justement solaire, thermique et autres ENR. Et puis l'après-midi, des ateliers avec deux parcours, un parcours dédié aux grandes installations et un parcours dédié aux innovations et la technologie. Donc voilà, juste pour vous préciser que le site était ouvert. Et donc nous allons maintenant pouvoir prendre les questions. Alors je vois une première, voilà, ben, la première question, merci Philippe, tu y as répondu. Donc oui, comme le disait Philippe tout à l'heure, en fait, on a des livrets spécifiques. Philippe, je ne sais pas si tu veux compléter sur le livret SSC. Oui, donc effectivement, la schémathèque Sokol, elle n'est dédiée qu'aux chauffe-eau solaires collectifs. Et les SSC, par contre, sont traités dans un livret technique spécifique qui référence 5-6 schémas types pour ces équipements. Donc, dans le livret Sokol SSC collectif, il y a aussi des recommandations de dimensionnement, des évaluations de productibles, des liens vers les schémas des bibliothèques des logiciels Polyson et Tessol, puisque pour l'instant, il y avait pas d'outils franco-français mis à disposition. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans le livret Sokol SSC collectif. Merci pour ces précisions. Alors, je vois pas d'autres questions dans le chat, mais vous avez la possibilité aussi de lever la main et on peut vous ouvrir le micro. Si jamais... alors, donc, j'aimerais en comprendre plus sur l'hybridation avec recharge thermique. Elle a quelques rares retours d'expérience dans le logement collectif. J'en pense à un Agex, je crois, mais elle fonctionne sur les sondes. Donc là, on parle d'hybridation solaire thermique géothermie. Est-ce que c'est possible sur nappe? Et est-ce que une solution géothermie solaire thermique plus A.RCU a déjà été faite en collectif? Si oui, qui contacter pour le REX? Alors déjà, je vais laisser après les intervenants compléter, mais donc on est actuellement en train de travailler avec l'AFPG pour arriver à justement caractériser et mieux identifier les différents types de couplage entre le solaire thermique et la géothermie. On a déjà une première approche de retour d'expérience dans le livret stockage qui a été enfin publié par Sokol l'année dernière, dans lequel on a des exemples avec un stockage qui se fait par recharge des sondes géothermiques. Après, moi, j'ai pas connaissance de géothermie plus solaire thermique plus A.RCU. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais Erwin, peut-être que toi, tu peux compléter. Alors non, pas sur ce point, c'était plutôt sur D'accord. sur la nappe. En fait, il y a Oui. une limite à la température qu'on peut renvoyer. Je ne sais pas si tu allais le développer, mais la température de réinjection dans les nappes est limitée. En fait, on ne peut pas venir chauffer une nappe. Et de toute façon, elle a un mouvement, ce qui fait que la chaleur qui serait réinjectée, je ne suis pas un spécialiste, mais corrige-moi si je me trompe, serait de toute façon perdue. Donc en fait, la question de la recharge thermique se fait uniquement sur les sondes puisqu'on peut garder déjà, il n'y a pas de limite de température et on garde la chaleur au local. Et en fait, sur les nappes, c'est plus compliqué. Il y a une étude qui a été faite par le bureau d'études Énergie Conseil. Justement, il me semble qu'on l'a mis en replay sur la partie membre du site Sokol, où justement, il y a des comparaisons qui sont faites entre les différents types Ça a été présenté aussi à une journée dédiée au solaire thermique par Atlanson au mois de février. Donc, je pense qu'on peut retrouver. Et en fait, l'étude, elle montre justement que, effectivement, en fonction du mouvement, euh, c'est pas du tout pertinent en fait
d'effectuer ce type de recherche. Euh, mais en fait, voilà, les travaux aujourd'hui sont en cours. Et justement, au niveau des états généraux de la chaleur solaire, donc le 17 juin à 14 heures, il y aura un atelier spécifique sur le couplage avec un focus sur le couplage géothermie et solaire thermique. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi vous inscrire et participer à cet atelier. On aura on aura plus d'informations détaillées sur ces couplages-là. Alors ensuite, donc, y a-t-il des ressources concernant une association solaire thermique et froid solaire industriel, notamment le grande surface? Alors, sur le site Socol, on retrouve des éléments qui ont été développés sur un projet qui s'appelait Pistache. On l'a vu tout à l'heure quand j'ai montré brièvement l'accès direct au logiciel. C'est un projet qui date de 2015, donc il n'est pas très récent, mais il y a effectivement ce logiciel Pistache qui existe et qui est consacré au froid solaire. Donc, vous pouvez aussi regarder ces informations-là, sont disponibles sur le site Socol. Et d'ailleurs, pour vous rappeler, parce que je ne l'ai pas encore fait, euh, que toutes les ressources sur le site, elles sont gratuites. Et vous pouvez aussi accéder à des ressources supplémentaires en devenant membre, ce qui est également gratuit et qui vous permet en 2 clics en fait d'accéder aussi au replay des webinaires et de recevoir aussi nos informations pour les prochains webinaires notamment et également lorsqu'un nouvel outil ou une nouvelle action comme par exemple être informé de ces travaux sur les couplages avec la géothermie. Lorsque cela, en fait, est nouveau ou apparaît, ou lorsque voilà, certaines informations, des actualités aussi sur la filière sont disponibles, ça vous permet d'y accéder et d'être averti. Donc, n'hésitez pas, c'est simplement renseigner votre adresse mail et ça vous permet d'accéder à la partie membre et aux informations supplémentaires. Alors, je vois que dans le chat, il y a également des questions et des réponses. Oui, merci Philippe pour les compléments. Effectivement, le froid solaire, c'est plus un problème d'équilibre économique. Euh, voilà. Alors, merci Rémi pour le complément. Ah oui, c'est hybridation avec le RCU. Très bien. Alors oui, là on arrive sur quelque chose d'assez complexe avec beaucoup de niveaux d'énergie, puisqu'effectivement on est sur une quadruple hybridation, si on peut l'avoir comme ça, parce qu'effectivement il y a une notion de réseau urbain qui assure une partie du sujet, des pompes à chaleur qui sont raccordées à des panneaux hybrides photovoltaïques et donc thermiques qui servent voilà, de source à la pompe à chaleur. Et donc, bon, ça commence à faire beaucoup de niveaux de réponse, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent exister chez nous. Et là, en plus, on est sur un bâtiment qui a bénéficié d'une forte réhabilitation de l'enveloppe, tout en respectant des contraintes patrimoniales fortes, hein, autour d'un bâtiment emblématique, la Banane à Toulouse, si les gens connaissaient ce bâtiment, avec beaucoup de préoccupations également sur l'adaptation au changement climatique, puisque là, on l'a peut-être pas rappelé ici, mais en tout cas, parfois, la réflexion énergie renouvelable est l'occasion aussi de réfléchir également adaptation en même temps sur les bâtiments. Donc, je salue Richard Loyen, avec qui on avait pu l'occasion d'en parler à une époque en conférence, qui n'est pas avec nous ici, mais je le salue au passage. Merci beaucoup pour ces compléments. Alors, merci, j'aimerais proposer, je reste en contact. Très bien, bah oui, de toute façon, comme ça a été rappelé, là, n'hésitez pas également à prendre en main toutes ces ressources qu'on a présentées aujourd'hui et qui sont disponibles. Euh, c'est pas exhaustif, mais ça donne déjà une bonne idée de tout ce qui est disponible sur les différents sites qui ont été proposés aujourd'hui, sachant que sur le site Socol, notamment dans la première partie de la pré-programmation, on a également
des livrets PDF qui sont des livrets édités par d'autres partenaires qui concernent le solaire thermique. Donc voilà, il y a une grande richesse de ressources. Et, et donc voilà, n'hésitez pas à les utiliser. Je vois pas d'autres questions, donc je voudrais en profiter pour remercier encore les intervenants et puis évidemment les participants qui sont connectés aujourd'hui. Le replay sera également disponible en ligne et donc avec les supports de présentation. Et pour toute question, eh bien, je crois que vous avez les contacts et les sites qui sont en lien sur le support. Merci. Ah, alors, nous avons entre-temps une question au niveau d'une collectivité, panneaux solaires hybrides. Alors après, donc nous, on ne va pas être capable de faire des analyses là ce matin euh, spécifiques sur des cas particuliers. Donc, on peut peut-être répondre sur les panneaux solaires hybrides, donc les capteurs PVT. Après, savoir si c'est adapté dans votre cas. On a des exemples de piscines, je crois que c'est sur le site Sokol, qui ont été effectivement, je crois que ce sont sur deux parkings en ombrière, des capteurs PVT qui ont été installés pour les piscines. Voilà. Après, il y a plusieurs solutions. Effectivement, c'est souvent des capteurs à basse température, soit des capteurs PVT effectivement hybrides, soit des capteurs sans vitrage, comme ça a été présenté dans l'exemple en sur Compagnie, ouais, ouais. la PAC solaire. Ouais, voilà, ce sont des capteurs sans vitrage en fait, effectivement, qui sont souvent utilisés. Et il peut y avoir également des pompes à chaleur solaire et avec du PVT d'ailleurs aussi. Et également, donc ouais, ce sont des solutions qui sont mobilisables pour les piscines. Après, il faut une analyse individuelle pour voir si c'est pertinent pour votre cas. Je ne sais pas si Ouais, vous... si, Ouais. si je peux compléter, ben, il y a le livret piscine déjà au niveau de Sokol qui peut Oui, permettre de donner des solutions et notamment un des critères dimensionnants ou de choix technologique sera la période d'utilisation. Est-ce que c'est une piscine qui est uniquement ouverte les 4 mois d'été ou est-ce que c'est une piscine qui fonctionne toute l'année? Ce qui va orienter sur des solutions techniques différentes. Donc, il n'y a pas de solution, une solution qui existe. Faut rentrer dans le détail. Et pour ça, bah, après, c'est de faire appel à bah, déjà éventuellement les conseils dans les réseaux CCRT, ADEME que vous pouvez avoir dans votre région. Et puis derrière, confier à un bureau d'études RGE 2010 ou 2014 l'analyse technique. oui, c'est... merci pour ces précisions, effectivement. Et dans le 78, je pense que vous avez des CCRT qui sont mobilisés. Également, ben merci à Antoine Cadoré d'Alter Alsace Énergie pour les précisions. Et oui, c'est vrai, au préalable des États généraux, il y a un événement qui est organisé à Metz par donc le Climaction à la région et l'ADEME Grand Est, qui va être dédié également au solaire thermique. Et il y a eu beaucoup d'actions mobilisées également en Grand Est ces dernières années pour faire justement de la promotion, le développement de la chaleur solaire. Donc c'est bien de le rappeler, merci beaucoup. Et ensuite, la question, alors comment étaient assurés les entretiens et les actions de maintenance sur les installations de solaire thermique, le coût et la fréquence au mètre carré environ, merci. Alors ça dépend de la taille de l'installation.
Euh, je crois que de tête, ça varie entre 1 et 5%, mais de l'investissement au niveau annuel, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que vous avez des informations plus précises, peut-être de retour d'expérience. Je sais pas, Rémi, Irvine. Alors, je pense que je laisserai peut-être Erwin boucler là-dessus, parce que j'ai plus en tête les REX, mais nous, ça varie énormément, et justement, ça faisait partie des conclusions des différents tours d'expérience, c'était quel est le juste niveau d'entretien maintenance à mettre pour ne pas, on va dire, absorber via la maintenance les bénéfices de la production énergétique, qui, selon la taille des projets, hein, ça dépend sur quel collectif on est, quel facteur de forme on a sur le bâtiment, donc est-ce qu'on a beaucoup de toitures ou pas beaucoup de toitures par rapport au nombre de logements. Forcément, on va limiter ou pas le productible en face, mais c'est là où, justement, c'est ce qu'on évoquait avant, la notion de suivi des installations et de télésuivi des installations peut vraiment tirer son épingle du jeu et de, justement, dimensionner au mieux ce ratio entre de la maintenance prédictive, préventive, curative. Il faut fixer j'allais dire quelque part, c'est un petit peu le projet qui fixe lui-même, on va dire, son seuil qu'il est capable d'allouer à la maintenance et qui essaie d'obtenir quelque chose le plus cohérent en face possible. Erwin, tu veux peut-être porter un complément? C'est c'est assez complet comme réponse. En fait, on a une telle variabilité en fonction des projets que le coût est pas représentatif en fait de ce qu'on peut voir. J'ai le cas avec des bailleurs qui ont des contrats de maintenance avec garantie de performance et des installations qui sont quand même à l'arrêt. Donc comment évaluer l'impact financier du coût de cette maintenance, sachant qu'ils perdent en plus de l'argent vu que ça produit pas. Alors, je prends vraiment le pire des cas, hein, mais c'est pour dire qu'on a une telle variabilité que c'est assez dur de donner des chiffres. Normalement, on est relativement bas. Et les pourcentages que tu donnais, Edwige, sont pas déconnants parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Le seul problème, c'est d'avoir des exploitants qui soient assez qualifiés, et ça demande pas grand-chose non plus, qui soient juste assez qualifiés pour garantir le fonctionnement de base. Après, les panneaux, ils demandent pas grand-chose, hein, c'est quasiment de la low-tech, c'est surtout du passage, en gros, de vérifier que tout va bien, le contrôle du glycol. C'est pas... C'est pas une des zones de dépenses les plus importantes. Mais ça, même si on met un coût important à ce niveau-là, ça garantit pas malheureusement la performance à long terme. C'est un peu malheureux, mais voilà ce que je pourrais en dire. C'est vrai que le télésuivi est quand même la base. Et il y a des outils également. Il y a un contrat type de maintenance sur Socol. Je crois que Rémi a levé la main. Oui, donc juste pour prolonger un propos que j'avais déjà eu par rapport à ceux de Erwin, qui fait qu'effectivement, bon, il faut qu'ils soient qualifiés, hein, les entretiens, ou compétents, les entreprises d'entretien maintenance, mais aussi intéressés au fonctionnement de l'installation, qui est une vraie difficulté qu'on a. Alors, le logement social peut-être aussi oblige par rapport aux modalités d'achat, etc. Ça dépend sur combien de résidences, combien de marchés lotis. Mais il n'est pas toujours évident, comme on l'évoquait avant, de fortement intéresser les entreprises d'exploitation maintenance, on va dire traditionnelles, qui répondent sur des projets où parfois il y a du solaire thermique et donc où ce n'est pas leur spécialité, à aller chercher la meilleure performance de ces installations, dans la mesure où, comme on l'évoquait avant, d'autres solutions sont capables de prendre le relais. Et donc les inciter, on va dire, techniquement à aller fortement monter la performance des installations n'est pas toujours évident. Donc c'est pas voilà, c'est pas qu'un problème des fois aussi de compétences. On se demande s'il y a un petit peu d'intelligence dans les contrats à trouver, notamment sur la garantie de performance qu'on a évoqué à plusieurs moments, hein, de dire quel est le juste niveau de garantie de performance solaire qu'on est capable de mettre sur un projet pour en tirer le meilleur pour tout le monde. Ce qui est important aussi, d'ailleurs, je crois qu'on l'a vu dans un des retours d'expérience des conseils du maître d'ouvrage, c'est aussi de s'impliquer en fait. Et ce qu'on a vraiment remarqué, moi, au fil des années, c'est une constante en fait, hein. Quand on a du retour d'expérience avec des, des, des témoignages vraiment où les maîtres d'ouvrage sont hyper satisfaits et refont du solaire un peu sur tout leur résidence en ce qui concerne notamment les bailleurs sociaux, bah, c'est qu'ils se sont impliqués. Ils se sont impliqués dans le suivi et ils se sont également organisés en interne pour comprendre en fait l'installation. Rémi. Oui, oui, c'est tout à fait ça. En fait, le constat étant que s'ils confient uniquement, on va dire, la
la compétence ou aussi la sous-traite, entre guillemets, leurs exploitants mainteneurs, ils sont pas toujours le niveau de performance que eux souhaiteraient. Donc finalement, c'était ce qu'on évoquait avant, c'est de s'emparer eux-mêmes du sujet, de la suivre eux-mêmes. Certains ont accepté de réinternaliser ce type de prestations, d'avoir vraiment des profils un petit peu dédiés au suivi des installations. Et c'est là où ça se passe le mieux, effectivement, c'est de s'impliquer à la vie de ces installations. C'est des objets très compréhensibles techniquement très vite. Comme c'était rappelé par Erwin, on est sur de la low-tech, hein, on est généralement sur des solutions très hardware, et notamment quand on respecte des schémas de principe justement simples et performants. Donc, on peut vraiment obtenir des choses assez vite compréhensibles par des équipes de maîtrise d'ouvrage, hein, qui ne sont pas forcément 100% techniques, même s'ils ont beaucoup de profils techniques en interne. Et plus on s'implique, généralement, mieux ça se passe, effectivement. Bien. Bon, bah, je pense que ça va être le mot de la fin. Donc, merci encore à tous et puis bonne journée. Et j'espère que vous pourrez bénéficier de tous ces conseils, de tous ces outils et également vous retrouver aux états généraux de la chaleur solaire au mois de juin. Merci et à bientôt. Merci Edwige, à bientôt. Merci. Merci, à bientôt.